Donc, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur François-William Croteau, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, en charge de la ville intelligente, des technologies de l'information et de l'innovation. Voilà, qui va se charger de faire le mot de clôture de cet événement. Merci à tous d'être venus. Puis après, je vous inviterai à vous diriger vers le buffet. Merci beaucoup. Je n'ai pas de présentation. Merci beaucoup pour l'invitation à l'Inagora pour la journée d'aujourd'hui. C'est une thématique vraiment importante et c'est une semaine importante aussi. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et j'avais une présentation qui m'a été écrite, que j'ai laissée dans mon sac, parce que habituellement, on me prépare toujours des allocutions que je ne prends jamais, finalement. Je m'inspire de ce qui se dit juste avant moi pour que je puisse discuter dans l'esprit de ce qui a été discuté au cours de la journée et un peu m'inspirer de ce qui se dégage de vos conversations et des questions. Et je trouve que la chute, rappelez-moi votre nom. Monsieur Martin, votre chute a été excellente de votre présentation. Vous avez parlé justement du problème des institutions publiques et toute la question informatique, et les échanges aussi ont été très inspirants parce que Montréal n'échappe pas naturellement à ces problématiques-là. Et il faut se questionner justement sur la place que le logiciel libre et le matériel libre, parce qu'on parle du logiciel libre, mais aussi le matériel libre doit prendre comme place de plus en plus pour résoudre nos problèmes informatiques. Et pour vous dresser un peu le portrait de la Ville de Montréal et la situation dans laquelle nous nous retrouvions il y a à peine 3 ans, c'est qu'il y avait 90% de taux de désuétude informatique à la Ville de Montréal. Vous pouvez imaginer qu'une institution publique comme Montréal, qui a un peu plus de 25 000 employés et qui délivre des services à près de 2 millions de citoyens, a un taux de désuétude de 90% informatique. C'est gigantesque et on a des logiciels patrimoniaux pour lesquels les dernières personnes qui peuvent encore travailler sur les codes informatiques de ces applications partent à leur retraite en ce moment. Et il n'y a personne au Québec qui n'est pas à la retraite qui pourrait résoudre des bugs informatiques sur ces applications patrimoniales que nous avons à la Ville de Montréal. Nous avons un défi gigantesque à résoudre au cours des prochaines années, donc des investissements majeurs. Et il faut trouver des solutions créatives, mais surtout, il faut à la fois se doter d'une expertise interne qui pourra nous aider à résoudre ce problème-là, mais surtout se poser des questions éthiques sur la manière dont nous voulons opérer cette transformation et s'adapter à ce changement. Et est-ce qu'il est souhaitable, par exemple, de résoudre ces 90% de taux de désuétude? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'en abandonner quelques-uns et se concentrer sur l'avenir, sur les solutions futures et ce que nous prévoit? Et j'ai aimé la dernière citation qui a été présentée parce que justement, en ne se concentrant sur ce qui est désuet et remplaçant ce qui est désuet, on se questionne pas sur qu'est-ce que nous voulons offrir comme service dans le futur aux citoyens et quelles sont les technologies qui pourront nous aider dans le futur à résoudre nos problèmes. C'est une grande réflexion et c'est naturellement pas moi qui va répondre à toutes ces réflexions-là et à toutes ces questions. N'empêche, politiquement, on a un rôle à jouer, un rôle important qui est d'orienter les décisions qui seront prises. Et on parlait des fonctions publiques et le manque de direction, et je reprends les paroles qui ont été un peu dites au cours de la discussion sur un peu parfois le réflexe de prudence, de se rabattre sur les solutions connues, ne pas prendre de risques, ou encore une fois, la peur de prendre de risques nous met dans une position un peu conservatrice et se rabattre sur les solutions déjà connues. Ça prend un leadership politique pour donner des orientations et ça prend un leadership politique qui va permettre aux gens qui connaissent ces solutions-là, qui peuvent nous aider à aller plus loin. Parce que sans un leadership politique, naturellement, la fonction publique va se tenir à des solutions prudentes pour pas effrayer et pour faire en sorte que le politicien se retrouve en zone de confort pour se faire élire dans 4 ans. Et ça, c'est le modèle habituel et c'est un peu le modèle démocratique dans lequel on est pris. Ce qu'on a décidé de faire depuis que nous sommes en poste dans l'arrondissement, j'ai 2 chapeaux, hein. Rosemont, Petite Patrie et l'arrondissement et la ville de Montréal,
c'est au contraire de regarder de quelle manière on pouvait changer ces paradigmes, de quelle manière on pouvait s'inspirer de ce qui nous est imposé comme défi. Parce qu'il y a toutes sortes de défis qui arrivent à grande vitesse, et puis on va en parler. Mais en termes informatiques, on doit réfléchir sur, et comme j'ai dit, devons-nous remplacer, mais de quelle manière nous allons le faire. Et lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait pas de politique du logiciel et de matériel libre à la Ville de Montréal. Il y avait quand même des efforts qui étaient faits. Il y avait quand même quelques solutions de libre qui sont déjà implantées à la Ville de Montréal. Il y a naturellement toutes les solutions libres qui sont également publiées. Mais il n'y a personne qui peut véritablement, à la Ville de Montréal, participer à la programmation et arriver à développer les codes sources et ensuite les publier. On n'a pas cette expertise à l'interne. Donc, si on voulait, elle existe, mais pas suffisamment pour y arriver. Et si on veut développer une politique complète où le libre et le matériel libre devient systématiquement la solution de remplacement dans nos solutions informatiques, ça prend cette capacité de main-d'œuvre pour pouvoir le faire et participer pleinement au libre. Parce que, comme municipalité, on ne peut pas uniquement être des utilisateurs, on doit aussi participer à la solution du libre. Et comme ville, Montréal, on doit être des leaders parce que les municipalités québécoises n'ont pas la capacité de Montréal de pouvoir opérer un tel changement. Je suis membre de la commission municipale de la communauté métropolitaine et de l'UMQ sur les villes intelligentes. Et lorsque je discute avec mes collègues des autres municipalités, les budgets alloués au TI, ben c'est familique. Ils n'ont pas cette capacité. Alors, comme ville, ce que nous avons comme occasion, c'est développer cette expertise et ensuite travailler en partenariat avec les autres municipalités pour développer des solutions communes qui vont, à terme, faire en sorte qu'on développera une expertise québécoise qui sera propre à nos législations et à nos communautés. Et quand je parle de législation, c'est un élément fondamental. Les municipalités sont des créatures provinciales. Les lois qui régissent l'approvisionnement, les appels d'offres, sont établis par la loi sur les cités et villes et donc dans un encadrement légal québécois. Ce qui fait en sorte qu'une ville comme Montréal est très limitée dans sa capacité d'approvisionnement et d'innovation en termes d'approvisionnement. Lorsque vient le temps, par exemple, d'écrire des appels d'offres et d'aller en appel d'offres public, c'est très difficile d'arriver à des critères qui nous permettra véritablement de répondre à ce défi-là. Et donc, il faut être créatif. Je vous donne un exemple tout récent, en fait, un exemple sur lequel nous avons travaillé et on a octroyé un contrat pas plus tard que lundi dans une solution infonuagique qui nous a posé un problème majeur et vous allez comprendre dans quelle situation on se retrouve. On veut aller dans une solution infonuagique pour remplacer la suite bureautique et le système courriel à la Ville de Montréal. Pour vous donner une idée, le système courriel à la Ville de Montréal qui est utilisé, c'est Lotus Note. Vous allez comprendre que nous ne sommes pas tout à fait dans la modernité, mais quand même, ça fait déjà 9 ans que je suis à la Ville de Montréal et que j'utilise Lotus Note comme système de courriel. On a bien entendu aussi la suite Office 2003. On est vraiment dans la modernité, donc tout va très, très bien. Alors, je vous parlais de 90% de taux de désuétude, ça vous donne une idée, là, on est juste dans la pointe de l'iceberg. On a aussi une panoplie de mots de passe pour ouvrir à peu près toutes les applications possibles. Il n'y a pas d'identification unique. Il y a des gens qui travaillent sur des PC, IBM et compagnie. Il y a des gens sur Mac. Bref, toute la panoplie, vous pouvez l'imaginer. On est allé donc en appel d'offres simplement pour la question de la suite bureautique et du système de courriel. Naturellement, on voulait aller en solution infonuagique pour la flexibilité que ça peut apporter en termes de productivité, mais de travail en commun, les différents services de la Ville de Montréal et la rapidité sur laquelle on peut donc opérer ce changement. Il y a un énorme enjeu qui s'appelle la confidentialité et toute la question éthique et surtout l'information recueillie qui peut concerner des éléments citoyens, la question de sécurité avec la police, les incendies, bref, je vous épargne tous les éléments que ça comporte. Mais l'élément le plus difficile et qui est le plus problématique en termes d'appel d'offres et de résolution en termes d'info nuagique, ce sont les clauses générales d'approvisionnement de la Ville de Montréal qui nous est imposée par le gouvernement du Québec. Pour faire simple, on ne peut pas, dans un octroi de contrat, se faire imposer des clauses par un fournisseur
ça doit être donc les lois du Québec et les clauses de la Ville de Montréal qui doivent avoir primauté. Lorsque vous avez une solution infonuagique, vous connaissez très bien ça, vous devez avoir des mises à jour, vous acceptez les clauses. Ce qui faisait en sorte que aucun fournisseur ne pouvait soumissionner et refusait les clauses générales de la Ville de Montréal parce que ça empêchait que Montréal accepte ces clauses. Donc, on se retrouvait dans un cul-de-sac depuis 3 ans. Nous ne pouvions pas aller en appel d'offres public et trouver un fournisseur à cause de ces clauses générales. Donc, il a fallu travailler avec des avocats et le gouvernement du Québec pour être en mesure de trouver une solution créative. Et cette solution créative, ça a été d'aller en appel d'offres sans contraindre les clauses générales, mais négocier clause par clause. Donc, ça a été 120 jours ouvrables de négociation de la clause pour être en mesure de trouver une solution. À l'heure actuelle, il y a eu un seul fournisseur qui a pu se qualifier, qui a accepté ce travail-là. C'est gigantesque et c'est normal. Et vous imaginez la capacité en main-d'œuvre et en avocat que ça prend pour une entreprise d'entreprendre un tel travail, mais surtout ce que ça implique comme solution, c'est-à-dire que en faisant ça, ça implique l'entreprise à répliquer le modèle après ça avec d'autres. Microsoft a refusé de soumissionner et n'a pas déposé. Pourquoi? Ils ont signé une entente d'exclusivité avec le CSPQ. Ce qui veut dire qu'on aurait pu, comme ville, par exemple, aller en contrat gré à gré en passant par le CSPQ et donner le contrat à Office 365 et on aurait été en menottage informatique all the way. Ce qu'on n'a pas fait. Donc, on est malheureusement, pas malheureusement, mais pour les employés, c'est une bonne nouvelle parce qu'on passe de Lotus à Gmail, mais vous comprenez que cet aspect légal fait en sorte qu'on n'a pas pu aller en solution de logiciel libre. Puis, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais toute la question des clauses générales est un obstacle énorme. Ce qui nous amène comme municipalité à réfléchir de quelle manière on peut trouver des solutions en approvisionnement si on veut passer pleinement au logiciel libre, outre notre capacité de main-d'œuvre. Ce sont des défis énormes que nous avons comme organisation, mais nous allons entrer dans ce type de mode et dans ce type de résolution de problèmes parce qu'on ne peut pas faire autrement. Avec le défi que nous avons comme municipalité à résoudre, on doit absolument trouver des solutions créatives qui vont nous permettre de ne pas nous retrouver encore une fois dans des situations de menottage informatique, comme ça a été trop souvent le cas dans le passé. Et ça, c'est un des problèmes dans lesquels les institutions publiques se retrouvent. Lorsqu'on passe des ententes, des contrats, en déployant des solutions en fonction des technologies préfabriquées qui existent, on est pris avec des Office, des Oracle, qui sont les seuls fournisseurs uniques pour la solution qu'ils auront développée. On est en mode différent maintenant. Pourquoi? Parce qu'on se dote aussi d'architectes informatiques à la Ville de Montréal qui vont développer des architectures et des fondations numériques basées sur nos besoins. Et aller en appel d'offres en fonction des besoins de la Ville et non pas des solutions qui existent. C'est un autre défi. C'est un autre défi lorsque, justement, on va aller de plus en plus avec le logiciel libre. Est-ce qu'il existe des logiciels libres pour répondre à tous ces besoins? Et encore une fois, on ne peut pas diriger uniquement nos besoins en fonction des solutions qui existent sur le marché. Un des handicaps, c'est toute la question des solutions qui existent français, etc. Et c'est là que le travail qu'on pourra faire avec les autres municipalités va nous aider à trouver des solutions et à être plus créatifs et arriver à faire le passage. Donc, notre objectif à terme, comme municipalité, c'est d'être systématiquement en logiciel et matériel libre lorsque c'est possible. Présentement, c'est de considérer systématiquement au même niveau ou égal le logiciel libre que les solutions à licence. Et ça, déjà, c'est une avancée parce que ça n'existait pas. Et au Québec, il n'y a pas d'autres municipalités qui ont ce type de politique-là. Ça lance un message, mais surtout, ça donne une orientation claire à notre administration. Ça nous amène à réfléchir sur plein d'autres défis. Puis je me réfère encore une fois à la récitation de Bill Gates. Il y a des défis, puis je vais en évoquer seulement 2 sur lesquels on doit se pencher. De quelle manière on pourra, comme municipalité, mais surtout comme collectivité, réfléchir aux solutions informatiques et l'éthique numérique qui est une des thématiques importantes, et de quelle manière on va répondre à ces valeurs-là. Premièrement, l'arrivée massive de l'Internet des objets et du 5G dans nos villes.
Actuellement, à Montréal, ça paraît pas, ça semble pas être un enjeu fondamental, mais présentement, nous travaillons de façon active à trouver des solutions en amont. On ne veut pas se faire imposer par les telcos un modèle d'affaires. Nous devons travailler sur notre propre modèle d'affaires parce qu'il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux de vie privée, puis il y a des enjeux de propriété de données. Et ça, pour une municipalité comme Montréal, c'est fondamental. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation où on aurait une entente de 30 ans avec un fournisseur unique sur lequel on aurait à négocier toute la question de confidentialité et la question de propriété des données. Et c'est un enjeu important. Il est tellement important que même le président des États-Unis, qui n'est pas celui qui est le plus à gauche au monde, a dit qu'il fallait peut-être nationaliser la fibre optique pour des questions de sécurité. Ça vous donne une idée de l'enjeu sur lequel nous devons travailler comme municipalité et ça cogne à nos portes parce qu'actuellement, Bell veut développer un réseau complet de fibre optique sur l'ensemble du territoire montréalais. C'est près de 1 milliard d'investissements qu'il s'apprête à développer à Montréal. Donc, nous devons nous pencher avant de nous faire imposer un modèle et nous questionner. On a travaillé avec des universitaires, on travaille sur des mandats et actuellement, Montréal est très actif et on travaille en collaboration avec d'autres municipalités également et avec le gouvernement, avec des gouvernements provinciaux, tellement que le CRTC nous a appelés récemment pour nous dire « Hey, le 5G, ça risque d'être un enjeu en termes de télécommunications pour les municipalités. Comment on va gérer ça de façon traditionnelle? » C'est-à-dire que vous pouvez mettre vos tours partout. Ben non, il va y avoir des problèmes parce que ça génère de la fibre, de la collecte de données, l'Internet des objets embarque. Oh, OK, c'est peut-être plus juste des télécommunications, mais c'est peut-être des infrastructures. Et c'est de cette manière-là, je pense qu'on doit aborder la problématique que la fibre optique et l'Internet des objets doivent être considérés comme des infrastructures. Et rentre donc toute cette question de l'éthique en numérique, de quelle manière les municipalités, les gouvernements doivent développer des modèles pour assurer la question de confidentialité et le sentiment de sécurité des citoyens. Et c'est majeur. On peut pas se retrouver dans des situations où on aurait une impression d'être sous le joug de Big Brother qui conserve toutes les données. Pour vous donner une idée, en termes de captation et de développement d'identification de l'individu avec l'intelligence artificielle qui s'ajoute à ça, puis je veux pas qu'on embarque dans l'intelligence artificielle parce que on n'en sortirait pas, mais avec 5 données de géolocalisation et un algorithme bien opéré, sans que la personne nous ait donné son identité, on est capable de l'identifier. Ça vous donne une idée à quel point l'enjeu de l'Internet des objets et de la fibre et du 5G est fondamental. Et naturellement, cette question de l'éthique numérique et de quelle manière on va s'assurer que l'information soit libre, accessible publiquement, que la collectivité, on va travailler dans une transparence complète, qu'il y ait des valeurs démocratiques qui soient préservées. Ces enjeux-là sont fondamentaux pour une démocratie, sont fondamentaux pour une ville comme Montréal, et ce sont des enjeux sur lesquels nous devons travailler immédiatement. Sinon, c'est les GAFA qui vont nous imposer ce modèle-là et on va être pris. Et moi, j'ai rencontré des gens de New York au mois de juillet dernier qui nous envient de ne pas être déjà pris qu'un modèle de fibre privée parce qu'ils se sont fait prendre au piège. Londres s'est fait prendre au piège. Et donc, on doit regarder les meilleurs modèles, de quelle façon on peut le faire. Et naturellement, c'est un enjeu fondamental sur lequel nous travaillons et collectivement, on doit répondre à ce défi-là. L'autre défi qui est plus important, puis pourquoi je dis que c'est plus important, c'est le réchauffement climatique. C'est quoi le rapport avec les logiciels? C'est quoi le rapport avec les technologies? Mais on doit se poser une question sur de quelle manière nous développons toutes ces technologies, ces serveurs, ces solutions infonuagiques, puis de quelle manière on va les gérer tout en réduisant notre impact environnemental. C'est énorme parce que sans s'en rendre compte, on a nos appareils, tout ça est dans le nuage, mais on dit « Ah, on sauve du papier, c'est écologique ». Je pense que c'est pire que si on utilisait des ressources renouvelables comme les arbres. C'est un des aspects importants sur lesquels on doit s'interroger, l'empreinte écologique de nos opérations et de quelle manière on opère ces transformations-là. Mais au-delà de ça, on doit se poser la question, l'Internet des objets, la fibre optique et les solutions technologiques ouvertes
libres, quel rôle auront-elles à jouer dans ce défi climatique? C'est un défi, en fait, c'est la plus grande crise que l'humain a à gérer de toute son histoire. Puis on peut pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Et on doit se dire, mais est-ce que les solutions libres doivent devenir des leaders en matière, justement, de solutions pour aider nos communautés, nos sociétés à faire face à cette crise climatique, à cette crise humanitaire. Moi, je pense que de plus en plus, on doit s'interroger, au-delà de les bébelles qu'on peut développer, puis toutes les choses bien le fun technologiques, on doit se poser la question de quelle manière l'informatique, le numérique peut jouer un rôle majeur pour aider les communautés à mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, à prendre de meilleures décisions et à mieux aider les politiciens à prendre ces décisions. Parce que on peut générer de la donnée, on peut générer de l'informatique qui nous permettra à prendre de meilleures décisions, mais l'orientation qu'on prendra va guider les décisions politiques. Et je pense qu'un des aspects sur lesquels on doit travailler dès aujourd'hui, c'est justement d'orienter nos actions en fonction d'un objectif supérieur, c'est-à-dire faire face à cette crise climatique et faire en sorte que dans 200 ans, on n'aura pas juste un souvenir de quelques clés USB qui traînent à terre, mais que l'espèce humaine survivra et aura été capable de travailler ouvertement, collectivement, à une solution qui répond à l'ensemble et non pas une privatisation de ces solutions. Et c'est ça qu'il faut faire. Il y a un esprit extraordinaire à Montréal avec ce qui se développe actuellement en intelligence artificielle, et je passe rapidement là-dessus. Cet esprit d'ouverture et de collaboration entre tous les acteurs fait en sorte qu'on doit imposer ce modèle d'ouverture et de collaboration. On doit imposer un modèle d'ouverture, de libération des données qui va faire en sorte qu'on pourra collectivement travailler ensemble sur ces solutions. Et c'est le modèle sur lequel Montréal compte s'appuyer au cours des prochaines années. C'est le modèle sur lequel nous travaillons. Les solutions ne sont pas parfaites actuellement. On n'est pas pleinement opérationnel, mais les pas qu'on a déjà faits sont gigantesques. Et déjà, notre rôle de leader au Québec et au Canada se fait sentir. Et on pourra donc, ensemble, influencer les orientations que prendront l'ensemble des politiciens, mais aussi des entreprises qui viendront s'implanter à Montréal, c'est-à-dire qu'ils ne viendront pas nous imposer leur modèle. Ils devront faire face à un modèle que l'écosystème montréalais aura lui-même développé, c'est-à-dire un modèle ouvert et de collaboration. Donc, je voulais vous entretenir librement de ma réflexion sur le sujet qui m'a été un peu inspiré avec ce qui a été dit auparavant, mais j'espère que ça vous inspirera aussi dans vos futures, je sais pas moi, dans vos futures réflexions, mais dans le travail que vous aurez à faire, mais surtout se mettre dans la tête que vous êtes aussi des acteurs de changement pour la Ville de Montréal. Ce n'est pas uniquement la Ville qui peut le faire. Il faut se mettre dans cet esprit de collaboration comme collectivité, comme écosystème. Voilà, merci beaucoup.